dont vous êtes l'invité, Patrick Mignola. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors avec au menu de cette émission, les premiers pas du gouvernement de Jean Castex, que faut-il attendre de l'intervention d'Emmanuel Macron du 14 juillet et bien entendu aussi du discours de politique générale du Premier ministre de mercredi. Alors quelles doivent être les priorités du couple exécutif, quel plan de relance et au-delà, comment envisager le fonctionnement de la majorité dans la perspective de 2022. Mais pour commencer, Patrick Mignola, une question qui vous intéresse très précisément. On nous parle de tensions survenues entre le MoDem et l'exécutif pendant le remaniement. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là ? On va pas faire de langue de bois, mais comme à chaque fois, lorsqu'on organise un gouvernement, évidemment, dans les dernières heures, il y a un peu de tension, il y a un peu de friction. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est les étincelles qui font marcher les moteurs. Et il y a eu beaucoup d'étincelles, là ? Il y a eu quelques étincelles pour que la parole donnée soit tenue. Vous savez, quand on est allié, on n'est pas forcément aligné. Et donc, entre la République En Marche et le MoDem, il y a une alliance de longue date qui doit se poursuivre, qui doit se pérenniser, qui doit solidifier la majorité jusqu'au bout de ce quinquennat. Je pense que ce pays crève que les quinquennats durent 3 ans. Un quinquennat, ça doit durer 5 ans. Et donc, il faut que les majorités durent 5 ans. Et pour ça, il faut que les uns et les autres soient respectés. Est-ce que l'alliance MoDem République En Marche a du plomb dans l'aile, Patrick Non, Mignola ? elle n'a pas de plomb dans l'aile, parce que on n'est pas là pour faire des négociations de marchandage. Mais il faut qu'on veille les uns les autres à ce que ne se provoque pas, lorsque nous organisons des gouvernements, des formes de grogne entre les alliés ou de grogne parlementaire. Est-ce qu'il faut revoir le fonctionnement de la majorité, notamment à l'Assemblée nationale, et éventuellement donc comment ? Ce que je pense c'est qu'il faut qu'on se pose la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on veut que le macronisme soit une parenthèse ou pas ? Moi, je ne souhaite donc, pas. Donc, on précise les choses. Quand vous dites soit une parenthèse, ça veut dire que ça s'arrête en 2022. Exactement. Emmanuel Macron nous a permis de faire émerger une grande force centrale dans la vie politique française. Ça a été le combat de toujours de François Bayrou, ça a été le combat de toujours de toutes les familles centristes. Et la question aujourd'hui est-ce qu'on est capable d'installer dans la durée cette grande majorité centrale, cette grande force centrale, ou est-ce qu'on revient au diktat de droite-gauche qu'on savait de toute façon morbide et inefficace. Et donc partant de ce constat, qu'est-ce que vous dites ? Moi je pense qu'il faut que nous soyons en capacité demain de bien organiser cette majorité d'En Marche et du centre. J'espère qu'un certain nombre de responsabilités nouvelles seront confiées à François Bayrou. Et François Bayrou incarne parfaitement cet espace central depuis toujours, mais il n'a jamais prétendu le résumer à lui seul. Le centre, c'est d'abord un esprit d'équipe. Donc, attendez, quand vous dites ça veut dire le centre, c'est un esprit d'équipe, mais le centre, c'est pas seulement Bayrou. Bayrou, c'est pas le centre à lui-même. Et même, le centre, ça n'est pas que le MoDem. Moi, je pense que cette grande force centrale, ce sont des personnes qui viennent de droite, de gauche, du centre, d'En Marche et du MoDem. Et il y a aujourd'hui des parlementaires d'En Marche et des parlementaires du MoDem qui ont extrêmement bien travaillé. Vous savez, on a beaucoup caricaturé les députés de la majorité comme étant des sortes d'incompétents ou d'arrogants. Moi, je les ai vus travailler depuis 3 ans. Il y en a beaucoup qui travaillent bien, il n'y a pas que ceux qui passent sur BFM en petits costumes étriqués. D'ailleurs, la plupart du temps, ceux-ci se situent plutôt à la lisière de la majorité désormais. Il y a des gens qui ont vraiment bossé sur le terrain, qui ont eu des mandats locaux, et depuis 3 mois qui se sont battus pour que la France des hôpitaux tienne, pour que la France de l'économie tienne, que les restaurants, les indépendants, les commerçants et donc comment ça doit se traduire à l'Assemblée nationale ? Moi, je pense que d'abord, ça doit se traduire au gouvernement. Et il faut dire les choses. Il y a des députés de grand talent au groupe En Marche. Il y a des députés de grand talent au groupe MoDem. Je mets pas mon cas personnel sur la table, ça va de soi, puisque j'avais entendu ici ou là que certains pouvaient m'envisager au gouvernement. Moi, j'ai mis tout le monde très à l'aise en disant que j'étais bien plus utile à l'Assemblée nationale. Et donc là, vous parlez dans la perspective de la seconde phase du remaniement, avec la nomination des secrétaires d'État d'ici la fin de la semaine prochaine. Oui, parce que j'ai senti une grogne parlementaire chez les députés En Marche et chez les députés MoDem. Moi, je fais partie de ceux qui sont responsables de la majorité pour que cette majorité reste une majorité pendant 5 ans. Et moi, je pense qu'il faut plus de députés En Marche et plus de députés MoDem qui aient la chance de rentrer au gouvernement. Vous avez des noms concernant en tout cas le MoDem ? D'abord, moi, je peux vous parler de ceux d'En Marche. Il y a d'abord un certain nombre de jeunes femmes qui sont formidables. Une Olivia Grégoire que vous connaissez bien, une Bénédicte Perrol, une Perrine Goulet, une Pascale Fontenelle-Personne. Ce sont des jeunes femmes qui se sont imposées désormais dans la vie politique et qui mériteraient d'entrer au gouvernement.
et je parle volontiers d'autres femmes du MoDem aussi, puisque Isabelle Floren, Nathalie Elimas, Aude Luquet, Sarah El Haïry, Laurence Vichnievsky évidemment, sont aussi des personnes qui ont pesé. Et ça sert à quoi? Ça sert pas seulement à représenter des partis, ça sert pas seulement à servir des personnes, ça sert à inscrire durablement cette génération nouvelle de cette grande majorité centrale dans le temps. Alors au niveau du travail parlementaire, il y a quelque chose à faire ou pas? Au niveau du travail parlementaire, il faut que la majorité cesse de donner le spectacle désolant de la sissiparité. Puisque quand nous prenons des décisions, nous venons de prendre la décision de prolonger le chômage partiel. Nous venons de prendre la décision de donner des moyens pour une politique en faveur des apprentis ou des jeunes. Nous venons de prendre des décisions pour donner plus d'argent aux collectivités locales pour permettre la relance par la commande publique locale. Et on parle de quoi à l'Assemblée nationale? De savoir s'il y aura un 11e, un 12e ou un 17e groupe issu de la majorité. Moi, je pense qu'il faut que les groupes parlementaires correspondent à des courants de pensée dans ce pays. Et il y a deux grands courants. Il y a le parti du président de la République, qui est très largement majoritaire. C'est le groupe En Marche. Il y a le grand mouvement du centre, qui est celui du MoDem, et qui doit se donner la mission de rassembler plus largement encore toutes les familles du centre éclatées et tendre la main vis-à-vis de femmes et d'hommes du centre qui sont dans d'autres groupes. Éventuellement, comme on l'avait pensé, il pourrait y avoir un groupe de centre-droit, un groupe de centre-gauche qui permettent d'élargir la majorité. Mais moi, je pense que le mieux serait d'avoir deux groupes. On pourrait en avoir un troisième, peut-être un quatrième. Mais qu'au cours de cet été, les députés de la majorité choisissent le groupe dans lequel ils se sentent le mieux et que nous passions un serment, un engagement moral. En général, ce sont ceux qui durent le plus longtemps en politique. C'est de se dire qu'après, on bouge plus jusqu'en juin 2022. Organisons-nous avec des liaisons, des liens entre les deux groupes ou pas? Oui, il serait assez normal qu'il y ait un intergroupe parlementaire, comme c'est d'ailleurs le cas au Sénat, pour que on puisse à tout moment discuter entre nous, négocier avec le gouvernement l'avancée sur chaque texte et sur chaque projet, que nous puissions parler d'une même voix lorsqu'il n'y a pas de distinction politique entre nous, et que nous puissions démultiplier de la voix de la majorité lorsqu'on a des textes politiquement importants. Alors, le cas Bayrou, vous avez parlé de François Bayrou. Est-ce que vous confirmez qu'il est pressenti, François Bayrou, pour devenir haut commissaire au plan? Alors, comme vous le savez, c'est une décision qui relève évidemment du gouvernement du président de la République, donc c'est pas moi qui peux le dire, mais je l'ai lu comme vous, et je trouverais surtout que ce serait une très bonne idée. Non, mais est-ce qu'on vous a parlé de ça? Est-ce que on nous dit que Emmanuel Macron doit annoncer cette nomination, cette décision mardi, le 14 juillet? C'est ce que j'ai entendu aussi. C'est ce que je souhaite, parce que la France a besoin d'une vision de long terme. François Bayrou, ce serait la bonne personne pour analyser les faiblesses du pays et le projeter dans l'avenir. Je vais vous prendre deux exemples. Donc la bonne personne pourrait être ce haut commissaire au plan. Hein. Oui, et le François Bayrou apporterait quelque chose à la France que peu d'hommes politiques pourraient aujourd'hui apporter. Vous avez déjà parlé avec lui de cette nomination, de cette perspective? Oui, on a échangé parce que un des combats de longue date de François Bayrou, c'est la planification. Et il vous dit quoi? Attendez, il vous dit quoi quand il vous a dit quoi? Il vous a dit ce poste m'intéresse? Il ne nous dit pas, parce qu'évidemment il s'agit pas d'annoncer ce qui relève uniquement du président de la République. Et avant de parler du fond de ce que peut permettre ce poste, vous vous attendez en tout cas à ce que le président de la République l'annonce mardi 14 juillet? Je l'espère. Je vous dis, je l'espère. En tout cas, c'est pas à moi de dire au président de la République ce qu'il doit faire, évidemment. Et vous l'espérez. C'est pas à moi de dire non plus à François Bayrou s'il doit accepter ou non ce poste s'il lui était proposé. Mais moi, je pense que ce serait un poste absolument fondamental, stratégique pour le pays, et que François Bayrou pourrait parfaitement l'assumer. Et un poste qui dépendra ou qui doit dépendre de l'Élysée ou de Matignon? La logique serait plutôt qu'il dépende de l'Élysée. Ça va de soi, puisque c'est un poste qui doit signaler l'avenir. C'est si on avait eu un poste de ce type dans les années 2000, est-ce qu'on aurait eu aujourd'hui le problème des masques? Et votre réponse est dans la question. Exactement, parce que les masques, au fond, il y a des décisions contradictoires qui ont été prises en 2009, en 2010, en 2013, en 2017, pour savoir quels étaient d'ailleurs, au-delà les masques, les stocks stratégiques en matière sanitaire que la France devait détenir. Comme nul n'a pensé l'avenir des épidémies. Au fond, depuis Roselyne Bachelot, personne n'avait pensé ce qu'était la précaution sanitaire dans ce pays. Et cette capacité de projection à 10 ans ou à 20 ans aurait pu nous permettre de savoir ce que devait être
l'indépendance, la souveraineté, on dit aujourd'hui, mais l'indépendance stratégique en matière sanitaire pour la France. Où est-ce qu'on fabrique des médicaments? Où est-ce qu'on fabrique des masques? Où est-ce qu'on fabrique des respirateurs? Où est-ce qu'on fabrique, au fond, tout ce qui peut permettre à un pays, en cas de pandémie mondiale, de rester maître de son destin. Mais ce qui vaut pour le sanitaire vaut pour bien d'autres sujets. Pourquoi nous n'avons pas de Google à la française aujourd'hui? Donc parce qu'il n'y a pas de prospective dans le cadre de la vie politique française. Et finalement, après que Google ait été créé aux États-Unis, les Russes ou les Chinois ont créé leur propre Google et nous n'avons pas créé le nôtre. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi avoir une indépendance numérique qui serait sur le plan militaire, sur le plan économique et aussi sur le plan sanitaire? On a vu avec l'application Stop Covid une manière d'assurer l'indépendance du pays. Ça peut dépendre, ça doit dépendre donc d'un commissariat au plan. Je pense qu'un haut commissaire au plan peut être celui qui rebâtit l'indépendance française. Nous avons besoin de retrouver une indépendance nationale en pensant plus que les autres, et parfois mieux que les autres, ce que va être l'avenir du monde. Ça veut dire que François Bayrou nommé à ce poste, il aurait quoi? Le rang de vice-premier ministre? Non, c'est un rang qui n'existe pas, Frédéric Cazizet. Je vois bien ce que vous voulez me faire dire, mais il s'agit pas d'essayer de remettre en cause les institutions, mais simplement de penser comment on tire les conséquences du quinquennat. Je pense que c'est ça le sujet, en fait. Parce que depuis le quinquennat... C'est-à-dire aller au-delà du quinquennat dans la prospective. Vous savez, moi, je suis pas un nostalgique de l'Ancien Régime, mais cette forme de continuité de l'action publique, assurée par des responsables politiques, on a beaucoup de mal à l'assumer depuis le quinquennat. D'abord parce que, évidemment, le mandat du président de la République est plus court, et il est nécessairement, sur 5 ans, plus engagé au quotidien dans l'action publique nationale. On a le Premier ministre qui a la très lourde tâche de mettre en œuvre les décisions du président de la République, mais qui assure la continuité de l'État? En fait, c'est la fonction publique. On a la chance d'avoir une fonction publique et une haute fonction publique en France qui fonctionne très bien. Donc les fonctionnaires et pas les politiques. Mais c'est bien aux politiques, à ceux qui ont été choisis par le peuple, de signaler l'avenir, de le penser et d'en tirer les conséquences. Parce que c'est à eux ensuite de revenir devant les électeurs et de leur proposer des options. Alors si François Bayrou était désigné haut commissaire au plan, est-ce qu'il pourrait garder son mandat de maire de Pau? Oui, je crois qu'un haut commissariat permet de rester maire de Pau. Et si vous posez la question à François Bayrou, il est tellement attaché à la mairie de Pau qu'il aurait du mal à renoncer, même en cas de nomination par ailleurs, à ce plaisir quotidien qu'est le sien. Alors avec quand même un mystère, Patrick Mignola, un mystère à la clé. Du fait de sa mise en cause dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem, mise en cause, pas mise en examen, mise en cause, François Bayrou avait dû quitter le gouvernement un mois après sa nomination à l'été 2017. Il était alors garde des Sceaux, avant d'être mis en examen en décembre 2019, donc 2 ans et demi pratiquement après. Et 7 mois après, donc, il pourrait accepter, il pourrait être désigné haut commissaire au plan? Ça serait possible? C'est possible? Mais vous savez, alors, d'abord, c'est possible dans l'état de droit qui est le nôtre. Mais si vous me permettez une observation. Vous savez, auparavant, on avait des hommes politiques qui démissionnaient lorsqu'ils étaient condamnés. Et c'était parfaitement normal. D'ailleurs, je serais, moi, très favorable à ce que quand un homme politique est condamné, il ne puisse pas revenir sur la scène politique. Mais ensuite, on est passé à une première dérive qui a été de dire lorsqu'un homme politique est mis en examen, donc il est toujours pas condamné, il doit démissionner aussi. Ça, c'était la jurisprudence Balladur. Ça, c'était la jurisprudence Balladur, 93. Et puis, depuis quelques années, désormais, c'est quand on est mis en cause. Mis en cause ou éventuellement l'objet d'une enquête préliminaire. Voilà. Alors là, on est au stade de l'enquête préliminaire. Si demain, on entre dans un système où il faudrait que les hommes politiques démissionnent simplement parce qu'ils sont soupçonnés. Mais que va devenir la vie politique? Soupçonnés notamment, on précise des choses, par voie de presse ou via, et c'est surtout ça le problème, via les réseaux sociaux. Oui, exactement. Je pense que dans ce pays, on est coupable lorsqu'un juge nous a jugés coupables. Ce ne sont pas des manifestants ou des réseaux sociaux qui doivent dire ou non si on est coupable. Sinon, on entre dans la République du soupçon. Et n'importe quel opposant politique, s'il veut abattre un de ses opposants politiques, lance un soupçon. Imaginez que moi j'ai envie de m'attaquer à un de mes opposants politiques, voilà, je fais une lettre anonyme, je fais une pancarte dans la rue, et puis je vais dire que mon opposant est pédophile.
Ça vous est jamais arrivé, hein? Heureusement. Moi, c'est pas la conception que j'ai de la vie politique française. Mais à ce moment-là, il y a un soupçon de pédophilie qui pèse sur quelqu'un, et ça vaut d'ailleurs pour les politiques, mais ça vaut pour tout le monde. Ça peut valoir pour des entrepreneurs, ça peut valoir pour des journalistes, ça peut valoir pour votre voisin. C'est-à-dire, si vous avez envie d'embêter votre voisin, vous lancez un soupçon, et à ce moment-là, il serait précondamné. Et vous savez ce qui se passe aussi aujourd'hui? Est-ce que les politiques en sont conscients? C'est que vous êtes soupçonné, éventuellement l'objet d'une enquête préliminaire, il se passe rien, mais vous êtes toujours dans la tête des gens, de ceux qui ont lu toutes ces informations, ces pseudo-informations, vous êtes coupable. Et voire même, lorsque vous avez été lavé de tout soupçon, il en reste toujours quelque chose. Cette république-là, c'est la république du soupçon, la république de la délation, et c'était les méthodes qui étaient utilisées sous le gouvernement de Vichy. Donc c'est le gouvernement de Vichy, c'est Vichy. Je pense que tous ceux qui pensent abattre leurs ennemis, leurs opposants, des politiques ou des non-politiques, simplement en lançant des bruits et des rumeurs, peuvent demain mettre la République en difficulté. Vous savez comme moi qu'il existe dans ce pays des forces qui veulent la déstabilisation des institutions. Si vous leur donnez cette arme absolue qui veut qu'il suffit de lancer un bruit, de lancer une accusation pour que demain on puisse abattre n'importe qui, je pense que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et vous parlez de qui quand vous dites on veut déstabiliser la République, c'est qui, selon? Moi, j'observe que aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un événement d'actualité, on ne juge pas seulement l'événement ou la circonstance, on en fait immédiatement un combat d'ordre plus global. Ce pays a besoin de retrouver de l'autorité et de l'apaisement. Les deux vont ensemble. Il faut retrouver de l'autorité et rappeler simplement ce que sont les règles. Nous vivons dans une république avec ses institutions, avec une autorité judiciaire, et ce sont bien les juges qui jugent, et ce ne sont pas les populations ou les réseaux sociaux. Et il faut de l'apaisement, parce que si chacun se met à se jalouser, à s'attaquer, à se soupçonner, nous ne vivons pas dans la société qui était la promesse que la France a fait à ses enfants. Dérive de la justice avec un J majuscule, dérive des magistrats ou dérive de la société française? Non, moi je pense que c'est une dérive de la société française. Moi je défends les magistrats. Moi je pense qu'ils font bien leur travail, mais ils le font dans une situation évidemment très difficile, puisque c'est à l'extérieur des prétoires que se rend une justice médiatique. Pour revenir à François Bayrou, en clair, vous êtes en train de nous dire que s'il n'avait pas été soupçonné, s'il n'y avait pas eu cette affaire, et s'il n'avait pas dû démissionner, il pourrait être aujourd'hui Premier ministre? Je le crois fondamentalement. Vous avez deux personnes. Parce que ce qui vaut pour François Bayrou vaut aussi pour Richard Ferrand. Donc vous avez deux personnes, c'est-à-dire? Qui ont été accusés. Donc François Bayrou et Richard Ferrand. Exactement. Ils ont été accusés. Richard Ferrand a obtenu une première fois un jugement en sa faveur. L'affaire a ensuite été relancée. Par anticorps. François Bayrou a été accusé en juin 2017. Ça fait désormais 3 ans. Et aujourd'hui, on voudrait encore lui interdire de prendre des responsabilités. Au fond, moi je pense, pas seulement parce que je suis au Modem, pas seulement parce que je suis un de ses amis de longue date, que François Bayrou aurait pu être le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais Richard Ferrand aurait aussi pu être le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et au fond, ce sont une suite d'accusations extérieures à la justice, mais qui ont fait que la justice, naturellement, a dû ouvrir un certain nombre de procédures et d'informations judiciaires, qui ont fait qu'ils ont été éliminés de la vie politique française. Et ben moi, je pense que... Enfin, Richard Ferrand est toujours président de l'Assemblée nationale, et François Bayrou s'apprête éventuellement à être haut commissaire. Et donc ils n'ont pas été éliminés. Il est toujours maire de Pau. Ouais. Mais moi, je pense une chose simple. Ce qui doit éliminer des femmes ou des hommes politiques de la vie politique française, c'est une condamnation. Et dans ce cas-là, ils ne doivent pas revenir dans la vie politique française. Pas un soupçon ou une information ou même une mise en examen. Je veux dire, on est coupable que quand on a été jugé coupable. Ou, ce qui peut les éliminer, ce sont les élections. Parce que ça s'appelle la démocratie. Et quand on a envie, quand on est mécontent de quelqu'un, on va voter et puis on le repousse. Et alors ça nous conduit Mais ça ne peut pas être une petite minorité agissante
agissant uniquement sur la base d'un soupçon, qui se débarrasse ainsi d'opposants politiques ou supposés tels. Alors, ça nous conduit bien entendu à parler du cas Gérald Darmanin, que vous inspirent justement les attaques dont est l'objet le ministre de l'Intérieur depuis, du fait d'une plainte pour viol contre lui. Il faut préciser les choses, Patrick Mignola. Cette affaire où éventuellement cette pseudo-affaire a fait l'objet de 2 non-lieux avant que le dossier ne soit rouvert en juin dernier pour une question uniquement procédurale. Vous vous rendez compte qu'on vient de passer 10 minutes à parler d'affaires judiciaires en cours, alors que une des règles de l'état de droit, c'est le secret de l'instruction, c'est la présomption d'innocence, et je dirais même c'est aussi l'autorité de la chose jugée. Parce que comme vous venez de le rappeler, s'agissant de Gérald Darmanin, les choses ont déjà été jugées par 2 fois. Donc il existe toujours une procédure, mais moi j'ai été très choqué de voir des personnes défiler. Le droit de défiler est heureusement constitutionnel en France, mais des personnes défiler disant de Gérald Darmanin qu'il est un violeur alors qu'il a été par 2 fois blanchi, et de Maître Dupond-Moretti que parce qu'il est avocat, il serait complice. Et on précise pour Dupond-Moretti, après on revient sur Gérald Darmanin. Les organisations féministes réclament la démission du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour, je cite, des opinions extrêmement misogynes. Et de quoi est coupable pour ces organisations féministes le ministre de la Justice, pour notamment ces déclarations datant de novembre 2018. Je cite Éric Dupond-Moretti. Quand une fois sur 30, il parle de sa jeunesse. Une partenaire acceptait de danser avec moi. S'il me venait à l'idée de tenter de l'embrasser, comme il venait à l'idée de tant d'autres, et si elle refusait à l'époque, on appelait cela un râteau. Aujourd'hui, c'est un délit. Il n'a pas forcément tort, Éric Dupond-Moretti. Je me dis quand j'entends cette phrase que je veux que mes enfants vivent dans une autre société. Évidemment que quand c'est non, c'est non. Et ça, le forcer, ne pas entendre que c'est non, faire de la drague lourde, évidemment, c'est condamnable. Mais ce que je crois, par-dessus tout, c'est que il faut que les organisations féministes s'intéressent à ce qui est important pour les femmes. C'est-à-dire, est-ce que demain, on va avoir des femmes qui peuvent rentrer chez elles sans regarder leurs chaussures parce qu'elles ont peur d'être agressées? Est-ce que demain, on va avoir des salaires de femmes égaux aux hommes à compétences égales? Ça, ce sont de vrais combats. Mais expliquer effectivement que tout d'un coup, Maître Dupond-Moretti serait misogyne parce que on l'accuse de, quand il prenait des râteaux, d'être un délictueux. Je ne crois pas du tout que ce soit un propos. Alors, pour revenir sur Gérald Darmanin, donc les organisations féministes appellent à sa démission. Il a été soutenu fortement par le Premier ministre, par Marlène Schiappa aujourd'hui dans le JDD. Vous dites quoi par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce dont il est l'objet aujourd'hui? Moi, je dis que les politiques sont des justiciables comme les autres. Gérald Darmanin l'a été, puisqu'il a été déjà jugé par 2 fois et blanchi par 2 fois. Et que ce qui compte, évidemment, c'est la présomption d'innocence, comme l'a rappelé le Premier ministre, mais c'est aussi l'autorité de la chose jugée. Quand un jugement a été prononcé, je ne vois pas pourquoi, ensuite, par des pancartes, on voudrait remplacer les plaidoiries. C'est une dérive de MeToo, ça ? Je crois que c'est une dérive générale de la société. Comme je le disais tout à l'heure, au fond, on veut utiliser la rumeur, on veut utiliser l'attaque personnelle pour s'en prendre à ceux qui nous déplaisent. Eh bien, débattons, combattons, et parfois avec virulence s'il le faut. Mais moi, je crois plus à la force du mot pour convaincre qu'à celle de la rumeur pour abattre. Alors, politique maintenant, la crise et la relance seront au centre de l'intervention du président de la République le 14 juillet. Xavier Bertrand presse aujourd'hui dans le JDD le gouvernement et le président d'engager la relance économique sans attendre septembre. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous dites Xavier Bertrand a raison, il faut le suivre? Moi, j'invite Xavier Bertrand à regarder ce qui a été voté à l'Assemblée nationale
cette semaine. Et alors alors ça l'intéresse plus beaucoup peut-être, alors qu'il y a siégé longtemps, mais moi, il se donne l'air d'enfoncer courageusement des portes qui en réalité sont déjà ouvertes. C'est-à-dire préciser les choses. Il demande à ce qu'il y ait une relance en faveur des indépendants. Nous venons de le voter. Il demande à ce qu'il y ait une relance en faveur des jeunes. Nous venons de le voter également. Il précise un contrat d'accès à l'emploi pour les jeunes en échange de primes d'exonération et de charges pour les entreprises. Et il chiffre ça à 10 milliards d'euros. Oui, il y a deux possibilités pour les jeunes aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on s'arrête là-dessus quelques instants. Mais attendez, parce que c'est un problème crucial. Je trouve déplorable, et on termine avec les déclarations de Xavier Bertrand, je trouve assez déplorable au fond qu'au moment où on devrait tous se rassembler, parce qu'au fond d'ailleurs nous disons la même chose, Xavier Bertrand dit exactement la même chose que ce que dit le gouvernement et ce que nous avons voté à l'Assemblée nationale. Nous trouvions plutôt les meilleures solutions. Quel est le problème ? Les bébés de l'an 2000. On a fait plein de bébés en l'an 2000. Et aujourd'hui, ils rentrent sur le marché du travail. Et ces gens-là, ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui ont passé des diplômes, vont se retrouver en difficulté pour avoir un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, pour avoir un premier CDI, pour avoir une première chance vers l'emploi. Pourquoi ? Parce que l'économie a été arrêtée pendant 3 mois et qu'aujourd'hui, les employeurs craignent de ne pas pouvoir les rémunérer dans la durée. Les bébés de l'an 2000 sont devenus les jeunes de la génération Covid. Et oui, exactement. Les bébés de l'an 2000 entrent en 2021 sur le marché du travail, c'est parfaitement logique. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a la possibilité de prolonger les contrats d'apprentissage. Avant même de donner de l'argent, il faut regarder comment on peut prolonger un certain nombre de contrats pour leur permettre de rester dans les entreprises. Il y a la possibilité d'avoir soit des aides à l'embauche, soit un effacement des charges sociales, et on aura à trancher ce sujet dans les quelques semaines qui viennent. Donc c'est ce que propose Xavier Bertrand. Mais vous dites que c'est en état de réflexion au sein de la majorité, au sein du gouvernement. Mais ce sont même les débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale. Donc ça sert à rien de mettre en scène de fausses oppositions. C'est exactement ce que nous pensons tous. Il y a un élément sur lequel je diffère avec les déclarations de Xavier Bertrand ce matin, c'est qu'il dit qu'il faut massivement baisser la TVA. Alors curieusement, il parle de baisser la TVA sur la restauration qui est déjà à 5,5%. Voilà, donc c'est possible ou pas ? Ça sert à quelque chose ? Dans un pays qui est fortement importateur, et c'est le cas de la France. Si vous baissez la TVA, vous ne relancez pas la France, vous relancez les pays d'où viennent les produits d'importation. Donc moi, je trouve extrêmement sympa qu'on propose de baisser la TVA en France, mais ça va permettre de relancer les autres pays européens. Je trouve pas ça très efficace. C'est sans doute généreux. Quand c'est des biens, quand il s'agit de la TVA sur des biens, des biens à acheter, mais quand il s'agit de la TVA sur la restauration, oui, mais la TVA sur la restauration est déjà à 5,5. Lorsque nous avons baissé la TVA sur la restauration, vous avez pu constater que ça avait fait baisser ni les prix, ni augmenter la consommation, ni créer des emplois. Ni créer des emplois. Donc je vois pas à quoi ça pourrait servir, hormis faire plaisir aux restaurateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour faire plaisir aux restaurateurs, faut plutôt faire un effacement des charges sociales et fiscales qui ont été suspendues pendant le Covid. Faut leur permettre, quand ils ont fait des prêts garantis par l'État, de les intégrer dans leur bilan pour leur faire des quasi-fonds propres, et c'est comme ça qu'on va les sauver. Parce qu'évidemment, ce qui n'a pas été mangé chez eux pendant 3 mois va pas se manger plus vite au mois de septembre. On va pas se mettre à faire 5 repas par jour, même si on les aime beaucoup. Voilà. Mais baisser la TVA ne leur apportera pas de la pérennité. Je pense que c'est une pure démagogie. Xavier Bertrand, qui demande aussi à Emmanuel Macron de dire la vérité. Alors justement, Patrick Mira, qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du président de la République du 14 juillet, que ce soit en matière économique et sociale, vous l'avez déjà un peu dit, environnementale et éventuellement institutionnelle ? Il faut qu'ensemble, nous soyons capables de relancer l'économie sans réchauffer la planète et de resserrer les liens sociaux. Relancer l'économie, ça passe par les éléments conjoncturels dont on vient de parler pour soutenir à très court terme les pans de l'économie qui ont été en difficulté. C'est aussi investir massivement dans l'économie verte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut émettre moins de gaz à effet de serre, il faut qu'on crée des énergies propres. Il faut qu'on arrive à décarboner l'économie pour que, en investissant dans les entreprises, on le fasse à chaque fois pour qu'elles aient accès à des énergies propres. Ça veut dire aussi se poser les bonnes questions, bien sûr, parce que si on veut faire de l'énergie propre, il faut se poser la question du nucléaire. Barbara Pompili l'a très bien fait d'ailleurs dans la presse ce matin. Et éventuellement de l'EPR. Il faut qu'on se pose la question de l'hydroélectricité, qui est aussi une énergie propre. Et je constate que lorsqu'on en discute d'ailleurs avec des responsables d'Europe Écologie Les Verts, il y a une vraie difficulté sur ce sujet, puisqu'ils veulent à la fois de l'économie, de l'énergie décarbonée, mais ils veulent arrêter le nucléaire et arrêter les barrages hydroélectriques. Et peut-être aussi pour certains de la décroissance. Oui, parce que de toute façon, de deux choses l'une. Soit vous décidez
de continuer à croître, mais croître sans carbone. Et à ce moment-là, il va falloir maintenir du nucléaire, développer les énergies renouvelables et faire plus de barrages. Soit vous décidez d'arrêter le nucléaire, de plus faire de barrages et de faire que des énergies renouvelables, et nous aurons la décroissance. La décroissance, on a essayé. Et la décroissance, c'est des emplois en moins, quand même. Pendant 3 mois, on a essayé la décroissance. Ça s'appelait le confinement. Et on voit ce que ça a donné. L'État a dû prendre en charge l'intégralité des salaires, a dû remettre de l'argent dans les entreprises parce que sinon elles avaient plus de trésorerie. Et à la fin, on va avoir peut-être 700 000 ou 800 000 chômeurs de plus. Pour la première fois, je l'espère, nous pourrons avoir sur la question écologique un vrai débat de fond. La question n'est plus de savoir si on est pour ou contre la planète. La question est de savoir si on est pour une croissance verte ou pour une décroissance sombre. Moi, je suis pour une croissance verte. Moi, je serai toujours du côté du progrès. Vous savez, je me suis engagé dans la vie politique parce que je considérais qu'on pouvait concilier progrès économique et progrès social. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut concilier progrès écologique, progrès économique et progrès social. Dire la vérité sur la crise sanitaire, est-ce que c'est dire qu'une deuxième vague est inévitable ? Et puis, question qui est liée à ça, est-ce qu'il faut rendre le port du masque obligatoire, comme le réclame aujourd'hui un collectif de médecins dans le JDD ? Dire la vérité sur la crise sanitaire, c'est dire qu'une deuxième vague est évitable, si les uns et les autres, nous continuons à avoir les bons gestes barrières. Et n'oublions pas que c'est pas quand on est jeune et bien portant, et je pense en particulier à la génération de mes enfants qui peuvent avoir envie de sortir, qui peuvent être sur les plages, qui peuvent avoir envie de se retrouver en soirée. C'est souvent pas eux qui sont les plus atteints physiquement et avec des séquelles quand on est touché par le Covid. Mais c'est parce qu'ensuite ils peuvent transmettre ça à des personnes plus fragiles, et on pense en particulier aux personnes âgées. Donc les gestes barrières, c'est pas pour les embêter. Et le masque ? C'est pour faire en sorte. Et le masque, obligatoire ou pas ? Il faut évidemment l'avoir. Non, faut pas le rendre obligatoire absolument partout, parce que quand on fait du vélo tout seul sur une piste cyclable, ça sert à rien d'avoir un masque, parce que jusqu'à preuve du contraire, ni on peut contaminer les arbres, ni les arbres ne peuvent nous contaminer. Mais en revanche, lorsqu'on est dans une pièce à plusieurs personnes et qu'on peut pas assurer les bonnes distances, à ce moment-là, faut porter un masque. Alors ça veut dire que tous les deux, on devrait avoir un masque pendant que... Non, parce que je constate que nous sommes à plus d'un mètre 50 même. Alors, mardi, intervention du président, mercredi, discours de politique générale du Premier ministre. Quel partage des rôles entre le Premier ministre et le président ? Je crois que le président de la République doit donner un nouvel espoir social. Et si je me suis engagé à ses côtés en 2017, c'est précisément parce qu'il portait cette promesse qu'on puisse réinventer des valeurs de société. Aujourd'hui, on l'a longuement évoqué tout à l'heure, on a une société qui est très individualiste, qui est très comparante, voire qui est très jalousante. Il faut qu'on puisse se dire dans cette société ce qu'on se doit les uns aux autres. Pourquoi on vit ensemble ? Et inventer la société du progrès partagé. L'engagement d'Emmanuel Macron, c'est celui de la modernisation du pays, c'est celui de la préparation d'une France qui fait plus de promesses aux générations qui viennent, et que demain on puisse se dire on va mieux partager la richesse. C'est toute la question de l'intéressement, de la participation des salariés sur la richesse que demain on va recréer. Qu'on puisse mieux partager les pouvoirs. Et c'est toute la question de la décentralisation où certains pouvoirs locaux font mieux le travail que l'État seul ou l'État loin. Les partages des ressources, c'est ce dont on vient de parler aujourd'hui. Et donc, comment on sort parfois de ces contradictions. On a parlé de l'énergie, mais on pourrait parler de la zéro artificialisation des sols. Moi, je veux bien qu'on dise à la fois, il faut pas densifier et bétonner les villes, mais il faut qu'on conserve des espaces agricoles et naturels autour des villes. Si on veut garder des espaces agricoles et naturels, il faut inventer des densités heureuses et végétalisées. Donc, si on est capable de faire ces partages-là, peut-être que on va redonner une raison d'être au pays. Et je crois que, fondamentalement, la promesse de la France, c'est celle du partage. Avec quelle complémentarité entre le président et le Premier ministre ? Le Premier ministre va avoir face à lui, dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat civique et social qu'il nous faut bâtir, il va avoir d'abord à appeler au quotidien les Français sur l'exigence de précaution sanitaire. Il aura ensuite à décliner ce que seront les orientations du président de la République pour que dans le redémarrage de l'économie, il y ait une exigence sociale et qu'il y ait une exigence écologique. Nous allons inventer l'écologie sociale de marché. Et toute cette mise en œuvre
il faudra surtout, et c'est ce à quoi tient Jean Castex, qu'il y ait une traduction sur le terrain. Parce que ça suffit de voter des lois qui sont mal appliquées et mal incarnées sur le terrain. Moi, j'ai voté des lois il y a 2 ans à l'Assemblée nationale qui sont toujours pas appliquées. Il faut que maintenant qu'il faut décider quelque chose à Paris, on aille vite sur le terrain. Autre question qui a l'air d'avoir été abandonnée. La proportionnelle, il faut revenir sur cette réforme, il faut relancer cette réforme d'élection des députés à la proportionnelle. Je crois que si on vit dans une société du partage, il faut qu'il y ait aussi un partage de la représentation. C'est-à-dire au fond, on s'est dit que l'abstention aux élections municipales, qui était historique, elle était due au Covid. Mais elle n'est pas due seulement au Covid. C'est parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, quand ils votent, ils ont l'impression que leur bulletin de vote ne sert pas à grand-chose. Parce qu'ils ne sont pas représentés. Et si je regarde l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a une surreprésentation, je le dis, il y a une surreprésentation des forces majoritaires. Ouais. Le Front National est sous-représenté, les écologistes sont sous-représentés, et un certain nombre de mouvements de gauche le sont également. Donc qu'est-ce que vous proposez alors ? Moi, je préférerais affronter le Front National à l'Assemblée nationale que plutôt le voir me tirer dans le dos. Et donc moi, je pense qu'il faut que nous remettions sur la table le débat sur la proportionnelle. Et sur la proportionnelle... Attendez, je vous arrête 2 secondes. Intégrale. Attendez, je vous arrête 2 secondes. Ça veut dire que pour vous, ça serait une conséquence de ce qui s'est passé au municipal. C'est une conséquence des municipales, parce que il faut que demain, on lutte pied à pied contre l'abstention, parce que c'est une façon de lutter pour la démocratie. Et c'est aussi une façon de tirer les conséquences d'un monde politique qui est devenu multipolaire. Et alors vous dites proportionnel intégral, c'est-à-dire ? Intégral, c'est-à-dire que nous devons avoir un système qui est ramené au département, avec une petite prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, pour que le pays soit gouvernable. Attendez, ramener au département, ça veut dire, on précise les choses parce que c'est très complexe, proportionnel intégral dans le cadre des départements. Exactement. Vous savez, il y avait le système de 1986. Qui d'ailleurs avait pas rendu le pays ingouvernable, puisque à l'époque Jacques Chirac était Premier ministre et à ma connaissance il avait pu gouverner. Donc système de 86, c'était une proportionnelle intégrale au niveau national. Intégrale, non, par département. Par département, pardon. Mais sans prime. Ouais. Et donc c'est le même système avec une petite prime pour permettre de dégager des majorités. Au fond, ça ressemble beaucoup au scrutin régional ou au scrutin municipal. Et personne ne conteste que ce soit dans ce cas-là des élections proportionnelles. Donc même système que 86 avec une prime majoritaire. Exactement. Mais alors comme c'est au niveau du département, ça serait une prime pour les partis arrivant en tête, pour le parti arrivant en tête au niveau du département. Oui, mon ami Jean-Louis Bourlange est en train de travailler sur plusieurs scénarios à ma demande qu'il va présenter dans les semaines qui viennent. Pourquoi il faut le départementaliser ? Pour garder un lien avec le terrain. Parce qu'il faut évidemment que le député continue d'être arrimé à son territoire. Pourquoi il faut que ce soit la proportionnelle ? Pour que toutes les forces politiques soient bien représentées à l'Assemblée nationale et que demain, on vienne à cette maturité démocratique où on fait des majorités de projets et on a une culture de l'alliance, de la coalition majoritaire, projet par projet. Et pourquoi on doit le faire maintenant ? Et parce qu'il y a urgence absolue à redonner aux gens envie de voter. Ils n'auront envie de voter que s'ils se sentent représentés. Mais alors, vous savez très bien que si le gouvernement engage une telle réforme, les Républicains seront totalement opposés à la mise en œuvre de la proportionnelle, même au niveau départemental. Oui, je suis assez étonné d'ailleurs de cette posture politique de la part des Républicains, puisque aujourd'hui, les Républicains sont majoritaires au Sénat, et le Sénat est élu aux 2/3 à la proportionnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui dirais du mal de Gérard Larcher, qui me semble parfaitement bien diriger sa majorité. Alors quels avantages aurait, vous avez commencé à le dire, aurait un tel mode de scrutin ? Et puis aussi, selon vos informations, est-ce que le président de la République peut valider cette réforme, cette perspective de proportionnelle intégrale au niveau départemental pour l'élection des députés ? Alors, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait l'instillation d'une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire pour permettre une meilleure représentation. Ce qui ne correspondait pas à ce que vous proposez. Aujourd'hui, ça n'est plus possible de le faire parce que ce serait une question de temps. Il faudrait 1 an et demi. Il faudrait en plus que y ait l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et de toute évidence, effectivement, les Républicains du Sénat nous ne donneront pas peut-être cette majorité. Mais au-delà de ça, parce qu'on précise les choses, avec un tel mode de scrutin proportionnel départemental, il n'y aurait pas de redécoupage. Et oui, il n'y aurait pas de redécoupage. Moi, je suis pas favorable. D'ailleurs, on l'avait vu à la sortie du grand débat national après les Gilets jaunes. Tous demandaient unanimement, dans tous les grands débats qui ont eu lieu dans toute la France, qu'on vienne à un scrutin proportionnel.
Et tous demandaient qu'on ne réduise pas le nombre de parlementaires. Moi, je pense qu'il y a un peu trop de parlementaires, mais il n'est pas question de parler de ces sujets-là maintenant. De toute façon, on est à 2 ans des élections, donc on peut pas revenir en arrière. Et au fond, on avait assez bien démontré à l'époque que c'était pas ce qui coûtait le plus cher à la République que d'avoir un parlement. Donc, la question c'était, est-ce que Emmanuel Macron... il faut qu'on garde le même nombre de parlementaires, qu'on les réancre sur le territoire par département, mais qu'ils soient plus représentatifs de la société française et de la multipolarité politique d'aujourd'hui, parce que c'est plus seulement un droite-gauche, mais c'est 5 ou 6 mouvements politiques qui s'expriment dans le pays, et donc il faut qu'on le fasse à travers l'élection proportionnelle. Et la question que je vous posais, c'est, d'après vos informations, vous devez le savoir, Emmanuel Macron est-il favorable à cette réforme, et peut-il l'annoncer, doit-il l'annoncer mardi 14 juillet ? Je ne le sais pas. Nous en avons parlé lorsque les présidents de groupe de l'Assemblée nationale ont été réunis autour de lui. J'ai vu une oreille attentive, mais le président de la République sait très bien écouter. Est-ce que ensuite il fera droit à nos demandes ? Il peut peut-être le laisser au débat. Moi, en tout cas, j'ai bien l'intention de le mettre au débat avec mes amis du centre et au-delà. Puisque si à l'automne nous déposons une proposition de loi pour créer le scrutin proportionnel départemental avec prime, c'est bien que l'Assemblée nationale puisse en débattre et qu'on puisse poser les avantages, les inconvénients, mais je doute pas que nous dégagerons des majorités, et très largement au-delà de la majorité parlementaire actuelle, pour que vive la démocratie. Parce que c'est important ce que vous nous dites, si ce projet de réforme ne vient pas du gouvernement, le MoDem déposera une proposition de loi à l'automne. C'est ça. Moi, je suis favorable à la séparation des pouvoirs. Je préfère, lorsque tout va bien, que l'exécutif et le législatif travaillent ensemble, surtout lorsqu'il s'agit des modes de scrutin. Mais sinon, nous le mettrons au débat et nous essayerons de convaincre la majorité, une grande majorité, de le voter. On arrive à la fin de cette émission, Patrick Mignola. Les sondages sur la présidentielle donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude au premier tour. Est-ce que vous croyez à ce scénario, ou est-ce que vous considérez que tout est possible, y compris l'élimination d'Emmanuel Macron au premier tour, voire l'impossibilité pour lui de se présenter? Moi, je crois que tout est possible, parce qu'évidemment, on est à 2 ans. On voit bien aujourd'hui que dans l'esprit des Français, il n'y a que 2 personnalités qui émergent. Mais je pense que la responsabilité de la majorité parlementaire, c'est la raison pour laquelle je vous parlais de la reconnaissance qu'il faut porter aux parlementaires de la majorité, de l'organisation nécessaire de la majorité parlementaire. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de tout faire pour qu'on ne se retrouve pas avec un duel entre Marine Le Pen et un candidat face à elle qui ne pourrait pas aussi bien rassembler qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, candidat de gauche, candidat écolo ? Imaginons la dernière fois qu'il y a eu Jean-Luc Mélenchon au 2e tour de l'élection présidentielle. Moi, je fais de procès d'intention à personne, mais qu'est-ce qu'aurait fait un certain nombre d'électeurs ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron a des capacités de rassemblement. Et que c'est grâce à sa capacité de rassemblement qu'il peut nous prémunir de l'accession de Marine Le Pen à la présidentielle. Donc il faut qu'on réussisse, parce que c'est pas seulement pour que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. C'est un des combats de ma vie, donc je le mènerai. Mais c'est pour qu'on agisse en faveur des Françaises et des Français. Donc il faut qu'on agisse très bien dans les 2 années qui viennent. Il faut que la majorité d'Emmanuel Macron puisse s'élargir encore, et que par-dessus tout, on évite l'accident démocratique majeur qui pourrait nous pendre au nez en 2022. C'est ce que vous a conduit à dénoncer tout à l'heure, ce que vous appelez l'ère du soupçon ? Oui, c'est ce que je veux pour mes enfants. C'est qu'ils vivent juste dans une France qui continue d'être une démocratie, qui continue d'être un état de droit, et en laquelle ils peuvent avoir confiance pour les faire grandir, prospérer, et qu'on n'ait plus ce sentiment de déclassement possible, mais au contraire d'espoir. Et vous disiez, l'ère du soupçon, c'est Vichy ? Ben oui, exactement. C'est la responsabilité d'un homme politique. C'est de regarder l'avenir et de pas revenir en arrière. Moi, je ne souhaite pas que l'histoire bégaye. Ce qui vous conduit aussi à dire que Gérald Darmanin est victime de cette ère du soupçon ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, comme tout autre qui peut être attaqué injustement sur la base de rumeurs, doit être traité comme un justiciable, comme les autres, comme un citoyen respectable en soi. Si lui ou n'importe quel autre demain était condamné dans la vie politique française,
évidemment, il en disparaîtra et ce n'est que justice, mais on ne fait pas disparaître des gens simplement en défilant avec des pancartes. Sinon, c'est Vichy. Sinon, oui, je veux pas utiliser de grands mots parce que sinon ça va encore polémiquer sur les réseaux sociaux et voilà. Ceux qui maîtrisent bien les réseaux sociaux savent aussi les utiliser pour se défendre. Donc, je dis simplement que ma vision de la société, c'est pas la leur. Moi, ma vision de la société, c'est la démocratie, c'est pas les pancartes. Merci Patrick Mignot d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Bonnes vacances aussi à tous et rendez-vous à la rentrée pour la 32e saison du Forum Radio J. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.